Bon, vous savez, quand j'ai la chance d'avoir un ministre qui vient nous faire un discours, sachant qu'il y a des contraintes derrière, que ça nous oblige à nous adapter, il n'y a pas de problème. Nous, Africains, on sait être des gazelles, on sait s'adapter à tous les terrains, mais je ne veux pas ne pas saisir les quelques opportunités que je peux avoir pour pouvoir échanger. Alors, d'abord, je voudrais dire que moi, je vous écoute depuis de longues années, et je suis très fier d'être à vos côtés parce que pour moi, vous êtes un modèle de bon militant, un militant en col blanc. Vous défilez tous les jours pour demander à ce que des choses se passent mieux en Afrique, et vous le faites avec un véritable engagement, et je crois que d'une certaine manière, on devrait démultiplier, je ne sais pas comment on pourrait vous cloner, mais démultiplier les ambassadeurs de votre genre pour que la parole soit toujours portée convenablement, de manière posée, positive et juste, et pas toujours en ayant la langue de bois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. J'aimerais que nous évoquions ces questions de croissance avec vous. Nous avons quelques temps avant de conclure cette rencontre. J'aimerais vous demander comment est-ce qu'on peut faire en sorte à ce que cette croissance qui est là en Afrique, d'abord, soit le plus durable possible, et qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'elle impacte sur les populations? Vous voyez bien que c'est un sujet qui tenait à cœur aux intervenants pendant ces 2 jours. Oui, alors c'est 2 grandes questions, mais d'abord, je veux vous remercier de votre hospitalité, vous remercier de cette invitation. C'est toujours un plaisir. J'ai beaucoup de respect pour le travail que fait Amadeus. Je trouve que c'est très important de créer le débat public sur des questions aussi importantes. Et donc, merci de votre générosité de me donner la parole. Ça doit être votre sens marocain de l'hospitalité qui me fait dire que depuis des années, vous m'écoutez et que pour le futur, vous avez l'intention de me cloner. C'est original comme compliment. C'est la première fois, mais je ne manquerai pas de l'utiliser parce que ça fait un très gros effet sur la personne à qui on dit ça. Non, ce qui est vrai, c'est que moi, mon métier, c'était d'enseigner l'économie. Bon. Alors, j'ai mal tourné puisque je suis allé dans le secteur privé, m'occuper un peu d'industrie chez Danone, un petit peu de banque chez Rothschild, et maintenant, je fais encore pire, je fais de l'investissement chez Paribas Affaires Industrielles, qui est une société d'investissement essentiellement en Europe. Donc, j'ai mauvaise conscience d'avoir dérivé des choses intellectuelles et sérieuses vers les intérêts matériels. Et j'ai mauvaise conscience comme Africain de passer autant de temps sur les sujets européens. Donc, depuis 10 ans, j'essaie de me racheter en disant aux Européens, vous êtes les derniers à regarder l'Afrique normalement. La Chine regarde l'Afrique normalement, l'Inde, le Brésil, la Turquie, bon, et pas les Européens. Les Européens ont figé l'Afrique dans une certaine vision. L'Afrique ne peut pas avoir de croissance, elle ne peut pas avoir de développement, elle ne peut que connaître un développement du sous-développement, elle est accablée de fléaux, les plaies d'Égypte se sont étendues à tout le continent, etc. Et cette vision qui est très très forte dans les opinions publiques, est très forte aussi chez les leaders politiques, et alors encore plus forte chez les responsables d'entreprises. Alors ça fait donc 10 ans, 15 ans, que les chiffres de l'Afrique disent tout à fait l'inverse, que l'état d'esprit partout est l'inverse de cela, que beaucoup de problèmes se résolvent, de nouveau apparaissent, mais beaucoup se résolvent, et que l'Europe ne s'en aperçoit pas. Et elle ne s'en aperçoit pas dans une douce torpeur. Alors c'était pour sortir de cette douce torpeur que j'ai essayé de parler en utilisant la ruse du fait que on donne la parole aux financiers, on donne la parole aux banquiers. Donc je l'ai prise pour parler d'autre chose que de finance, mais parler aussi d'Afrique. Alors les journalistes ont dit ce garçon n'est pas tout à fait normal, donc ils ont inventé un concept, l'afro-optimisme. Ce bonhomme est optimiste, pense que l'Afrique va bien. Bon, il est absolument le seul, mais bon, on peut pas l'empêcher, c'est une faiblesse, puis en même temps il a une excuse, c'est qu'il est africain. Ce qui ne fourmille pas, en dehors des cadres marocains, mais ça ne fourmille pas dans le système financier international, pour être sincère, les Africains. Donc, bon, voilà. Donc, on me pardonnait cette espèce d'absence complète de lucidité. Et puis, petit à petit, objectivement, beaucoup d'ailleurs sollicités par la concurrence chinoise, l'Europe a commencé à regarder autrement l'Afrique. Elle a commencé à regarder l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, puis alors maintenant, même entre les tropiques,
s'est dit, mais il se passe peut-être quelque chose qui ressemblerait à de la croissance entre les tropiques. Alors, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on cherche des explications. Parce qu'il faut une explication à cette croissance, notamment pour répondre à la première partie de votre question, c'est est-ce que c'est soutenable? Et alors, les gens ont trouvé quelque chose. Les gens qui n'avaient absolument pas vu venir une transformation radicale de l'Afrique se disent, ah si, mais en fait, on a trouvé, c'est l'augmentation des prix des matières premières. C'est une explication extrêmement irritante. Et d'ailleurs, c'est facile de comprendre au Maroc où, franchement, je ne sais pas quelle est l'évolution sur 20 ans du cours des phosphates, mais enfin, c'est clairement pas les matières premières. C'est clairement pas l'augmentation du pétrole, des hydrocarbures qui ont créé les bases de la croissance marocaine. Clairement pas. Bon. Mais enfin, une idée très répandue, un préjugé classique. Il n'y a même pas de discours convenu sur l'Afrique qui ne commence par les matières premières ont augmenté en prix, elles sont devenues plus rares à la fin des années 90, et donc les Africains ont de meilleurs termes de l'échange. Ça a distribué du revenu, des recettes fiscales, et ça a entraîné la croissance africaine, qui est une façon de dire les Africains n'y sont pour rien. C'est très, très agaçant. Et c'est tellement absurde parce que depuis que, au fond, le prix du pétrole s'est stabilisé et que les grandes matières premières minérales aussi, voire qu'elles sont en repli du fait de la croissance réduite du monde et de la récession européenne, les matières premières jouent un rôle négatif dans la croissance annuelle de l'Afrique. Donc même si le phénomène, le trend de hausse du prix relatif des matières premières est vrai, concrètement, l'accélération de croissance dont on est les témoins en Afrique, elle est pénalisée par les matières premières qui ont aujourd'hui un prix relatif qui s'est replié. Donc cet argument est un argument qui sert toujours d'explication numéro un, qui cache complètement, qui oblitère la réalité. On a une croissance parce qu'on a juste aligné des facteurs de production, du capital, du travail, du progrès technique. Et on y a même ajouté quelque chose, je crois, qui est également un peu intangible, qui est à peu près partout sur le continent les progrès de la règle de droit. Institutionnel, traduit par plus de démocratie, plus de place de l'opinion publique. Mais enfin, c'est quand même la fonction de production de base. C'est-à-dire c'est la même chose que ce que j'expliquais à mes élèves de première. C'est quand même du capital et du travail. C'est ça, la croissance de l'Afrique. Et ce capital, il se déploie dans tous les secteurs, et pas principalement dans celui des matières premières. Il faut bien voir que, pour des Européens, l'Afrique, on la regarde dans les ports, dans les aéroports, et on croit la comprendre quand on descend dans des hôtels, surtout quand ils sont magnifiques comme celui-ci. Mais d'abord, le tourisme, ça représente quelque chose d'assez faible. Quand les gens vous disent la révolution égyptienne, la révolution tunisienne ont arrêté l'économie parce qu'il n'y a plus de touristes en Égypte et moitié moins en Tunisie. Maintenant, c'est à peu près reconstitué. Et même au Maroc, il y a eu une tendance légèrement à un plateau. Mais attendez, le tourisme, ça préoccupe les Européens, mais c'est quand même qu'une fraction faible du PIB des pays concernés, de l'ordre de 7% dans les pays les plus avancés en tourisme en Afrique. Donc ne regardons pas une Afrique folklorique depuis sa chambre d'hôtel. Ça, c'est déjà très important. La croissance dans ce pays, elle est faite de croissance des services, de l'ensemble des services, des télécoms, d'une explosion, d'un boom des télécoms, d'une progression historique des services financiers et des services rendus aux entreprises. Elle est faite de progrès dans l'agriculture, elle est faite de progrès dans l'énergie, fait du progrès dans tous les secteurs et le travail de tous les Marocains. Mais c'est tout à fait vrai de l'Afrique. Donc il ne faut pas regarder l'Afrique de sa chambre d'hôtel, il faut éviter le folklorisme et il ne faut pas la regarder dans les ports. C'est vrai que les exportations de l'Afrique progressent, mais nous ne sommes pas l'addition de producteurs d'or, monsieur le ministre, de coton, monsieur le ministre, de coton aussi pour nous autres béninois, de café, de cacao, de cuivre et de pétrole, mais pas du tout. On n'est pas du tout l'addition de ça. Ça, c'est ce qu'il y a au port de Rotterdam, au port du Havre, au port de Marseille. Mais on n'est pas du tout l'addition de ça. On est un continent d'abord tertiaire, en termes de contribution au PIB, et d'abord agricole, en termes d'occupation de la population active. Et c'est pour ça que ça va être soutenable et durable. C'est que c'est
tous les secteurs. Ça ne dépend pas du cycle des prix des matières premières. C'est tout le travail des Africains, un travail qui petit à petit devient de plus en plus qualifié, et c'est une révolution du capital, une révolution financière. La révolution financière, vous la voyez, c'est ce que le ministre a dit, c'est les banques marocaines partout en Afrique, c'est les banques sud-africaines aussi, c'est les banques nigérianes qui sortent de leurs frontières. La révolution financière, c'est la place de Casablanca, la place de Johannesburg, le marché financier de Nairobi. La révolution financière, c'est que jamais on n'aurait levé ni aux taux qui ont été ceux accordés à l'OCP, ni en volume. Jamais on n'aurait 4 fois sursouscrit une obligation corporate africaine. Jamais. C'est une première. Jamais on n'aurait fait les émissions du Sénégal. Donc, il faut bien voir, la croissance est soutenable, elle est durable, parce qu'elle est extraordinairement ouverte sur l'ensemble des secteurs. Elle n'est absolument pas liée à une cause isolée, et petit à petit, ça prend en masse, parce que quand vous avez de meilleurs services ou de meilleures infrastructures, ça rend plus compétitifs vos efforts industriels, etc. Et pourquoi on a un problème pour gouverner cette croissance, qui est le deuxième volet de votre question? C'est parce que cette croissance, elle n'est pas inclusive. C'est par là que, Monsieur le ministre, vous avez terminé tout à l'heure, il faut rendre cette croissance inclusive. Et votre collègue marocain également, en parlant de développement humain. Et elle n'est pas inclusive, c'est-à-dire que nous avons un problème de jeunesse qui est absolument panafricain. Nous avons 17 millions d'enfants à installer au travail par an. Ce continent doit créer 17 millions d'emplois, du logement pour ces 17 millions, de l'accès à l'éducation supérieure, etc. Et nous ne savons pas faire, et nous avons quand même un vrai problème qui donne des révolutions dans certains pays et qui en donnera dans d'autres. Et ce problème de l'inclusion de cette croissance, c'est ça notre problème. Et ça n'arrêtera pas la croissance, mais ça la rendra bancale, ça la rendra déséquilibrée. Mais ce n'est pas un problème simple. Pourquoi ? Parce que les secteurs qui se développent le plus en Afrique et qui ont absolument besoin de se développer, c'est l'agriculture, c'est l'énergie et tout ce qui concerne l'accès à l'eau, et c'est les infrastructures. Mais notre infortune, c'est que ce sont les 3 secteurs qui ont le plus besoin de capital, c'est les plus intensifs en capital. Les gens ne savent pas que pour faire 100 dirhams de chiffre d'affaires dans l'agriculture, il faut dépenser en moyenne 4 fois plus d'unités de capital que pour faire 100 dirhams de chiffre d'affaires dans l'industrie agroalimentaire en aval. C'est 4 fois plus cher de produire du lait en capital que de produire des yogourts en dessous, en aval, dans la chaîne. Vous voyez ? Donc, et ça veut dire quoi ? C'est pas intensif en travail. Et l'agriculture, c'est pire. L'agriculture détruit du travail en se modernisant. C'est extraordinairement difficile de fixer des populations dans l'agriculture. Donc nous avons un problème d'intensité en capital, un problème sérieux. On est en train de pourvoir en capital l'économie africaine, c'est la bonne nouvelle, mais le capital, ça ne crée pas les emplois. Et notre croissance par nature, elle n'est pas encore suffisamment tirée par l'industrie manufacturière. Elle a peu d'emplois. Pour 1 milliard de dirhams, vous avez aujourd'hui 2 fois moins d'emplois que vous en aurez dans 10 ans, simplement au stade où nous en sommes. Et ça, franchement, ça demande des politiques publiques extrêmement actives. Et le meilleur exemple, et j'en termine là, c'est ce que vous avez fait en décidant qu'il y aurait un ministre délégué à l'intégration du secteur informel auprès du ministre de l'Industrie. Et le royaume est unique. Le royaume est unique. Non, mais je viens souvent. Le royaume est unique. Parce que si on est capable de faire évoluer la petite entreprise, faire qu'elle ait une comptabilité, une formation pour ses personnels, qu'elle monte en gamme, eh bien, on va commencer à créer des emplois là où ça se crée, les emplois. Les emplois, ça se crée dans les PME. Je vous remercie. Alors, moi, j'apprécie que vous touchiez du doigt un sujet qui est important, pour lequel j'ai peut-être personnellement un peu de critique.
qui est celui du secteur informel. J'ai souvent l'impression que nos élites en Afrique, dont les matrices sont formatées ailleurs qu'en Afrique, lorsqu'on leur dit le secteur informel n'est pas bon, et surtout lorsque ça vient d'institutions internationales, eh bien nos élites pensent que la modernisation de notre économie passe par la lutte contre l'informel. Alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'informel qui crée de l'emploi, impacte le social, et j'ai envie de dire, est-ce que nous ne devrions pas, je fais exprès, M. Zinsou, pour pouvoir tenir un langage, ne devrions pas être décomplexés par rapport à ces questions d'informel, mais accompagner vers la formalisation les vrais gisements de recettes de l'État, mais pas les petits revenus qui, eux, ne demandent qu'à progresser. Non, mais vous dites quelque chose qui est très préoccupant. Parce qu'on veut toujours passer pour un bon élève, alors qu'à un moment donné, préoccupant parce que on pourrait interpréter ça comme une espèce de refus du progrès social. Et en même temps, vous dites quelque chose de vrai, qui est qu'il vaut mieux avoir des emplois informels que pas d'emplois du tout. Exact. Alors, cela dit, on est un continent, on a 1 milliard d'habitants, 600 millions d'hommes et de femmes d'âge actif et 100 millions de salariés. En Afrique du Nord, il y a plus de salariés qu'en Afrique de l'Ouest, en proportion. Enfin, vous voyez, ça fait grosso modo que les 4/5e de notre population d'âge actif vit dans le secteur informel. Au Bénin, c'est 85% de l'emploi. Bon. Alors, il vaut beaucoup mieux avoir des emplois informels. Vous avez une maîtrise de physique, au Bénin, votre chance statistique la plus élevée de trouver un emploi, c'est d'être chauffeur de taxi mobilette. Bon, il vaut mieux survivre comme chauffeur de taxi mobilette, mais est-ce que c'est le meilleur emploi de nos physiciens? Franchement, je n'en suis pas sûr. Compte tenu du coût pour l'État. Compte tenu du coût pour l'État. Non, mais oublions l'État, si vous voulez. Pour la communauté. C'est une frustration terrible. Oui. Non, mais même si on avait dépensé encore plus pour faire des physiciens, c'est une frustration terrible. C'est même une des difficultés, c'est que les jeunes dépourvus d'emploi ou d'emploi dignes, ils revendiquent leur dignité. Ce n'est pas du tout des pauvres comme les pauvres que nous avait légués la colonisation. Enfin, c'était l'immense majorité de la population, by the way. Mais ce n'est pas les mêmes pauvres. C'est des gens très conscients du fait qu'ils ont des droits et qu'ils ont des potentiels. Mais on n'est pas non plus dans la lutte contre l'informel. Si vous dites on va lutter contre l'informel, évidemment, vous avez une façon de poser le débat qui va forcément conduire à vous suivre et à dire c'est pas si mal que ça l'informel, et c'est pas parce que le FMI dit que c'est mal que... Mais non. Alors, il s'agit d'offrir des raisons aux gens qui sont dans le secteur informel de progresser. Parce que la couverture sociale, l'accès au crédit, l'accès au logement grâce à l'accès au crédit et l'accès à la formation permanente, c'est important aussi, c'est même probablement le plus important pour développer un pays. Et donc le secteur informel, c'est l'exploitation à nu, l'exploitation des travailleurs, pour parler en termes qui sont un petit peu marxistes, ils sont pas vraiment. C'est l'exploitation brutale, et c'est l'incapacité de progresser. On ne demande pas aux entreprises d'avoir une comptabilité pour avoir une comptabilité ou pour faire plaisir au Fonds monétaire international. On demande aux entreprises d'avoir le début d'une comptabilité pour accéder au crédit, exact, au fonds de roulement, pour pouvoir se développer et suivre le potentiel. Mais ça ne doit pas être présenté comme une lutte contre l'informel. Ce n'est pas une lutte contre la fraude fiscale. Le problème, ce n'est pas la lutte contre la fraude fiscale, parce qu'évidemment, c'est une espèce de gigantesque fraude fiscale, mais ce n'est pas le problème. Et c'est d'ailleurs surtout pas par la fiscalité qu'il faut commencer. Et l'autre pays qui a fait des choses intéressantes, c'est le Rwanda. Mais qu'est-ce qu'on propose aux gens? Et c'est un pays qui réussit à faire sortir très vite les petites entreprises de l'informel. Mais on leur propose un bouquet de services, on leur propose des droits sociaux, et on diffère leur entrée dans l'impôt.
Parce qu'on a une telle habitude de prédation fiscale en Afrique, et encore plus en Afrique intertropicale qu'en Afrique du Nord. Mais évidemment que vous n'allez attirer personne en disant « bonne nouvelle, vous allez désormais être fiscalisé. Bonne nouvelle, vous allez connaître ce nouvel aspect de la corruption institutionnelle qui est d'être fiscalisé de façon arbitraire. Enfin bon, évidemment que ce n'est pas ça. Il faut non pas faire de la lutte contre l'informel, il faut ouvrir des droits, il faut donner des services, et à terme, ça produira aussi des recettes fiscales. Mais ce n'est pas pour les recettes fiscales, c'est pour la formation et c'est pour la couverture sociale. Et on ne fait pas du développement, et même on fait capoter le développement, si on reste dans ce genre de structure archaïque et socialement rétrograde. Donc je crois que la question de l'inclusion est tout à fait fondamentale, et si vous voulez, elle n'est pas résolue, parce qu'elle n'est pas très facile à résoudre, compte tenu du fait que notre croissance, au stade où on est, n'est pas par elle-même automatiquement créatrice d'emplois. Merci beaucoup de cet échange et de ce partage de points de vue. J'aimerais évoquer avec vous un dernier sujet qui me semble important, le poids des États face au poids du privé par rapport à la croissance. Comment est-ce qu'on doit réguler? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que cette croissance soit justement soutenable et qu'elle serve les populations, qu'elle soit inclusive? Moi, j'aurais deux réponses, et j'espère qu'elles ne vous paraîtront pas contradictoires. Ce qui fait la croissance, la dynamique de l'Afrique, ce n'est pas les États, ce sont les classes moyennes qui ont été évoquées, c'est le travail des gens, c'est l'amélioration des qualifications, et c'est le secteur privé. Il y a beaucoup de pays pour lesquels le secteur privé est une idée complètement neuve. La privatisation, dans les années 80-90, dans les processus d'ajustement structurel, a créé de toutes pièces un secteur privé. De toutes pièces. Regardez dans les pays d'Afrique subsaharienne, les entreprises les plus fortes d'aujourd'hui, les leaders, les champions, n'existaient pas il y a 15 ans. Donc, on a eu une dynamique du secteur privé qui maintenant est en train de s'accélérer, devient exponentielle. Et puis on a la dynamique de la consommation. Notre démographie, dès lors qu'on fait plus de croissance économique que de croissance démographique, nous permet d'être tirés pour probablement encore 50 ans devant nous par la satisfaction des besoins du consommateur. Le consommateur aussi est une idée neuve dans beaucoup de pays. Consommation, c'était la consommation des élites. Là, ça devient une consommation de masse. Bon, c'est ça qui est le plus important. Et à cet égard, la réponse, c'est c'est un petit peu ce que donnait comme réponse notre collègue nigériane, c'est créer un environnement des affaires et laisser la société faire toute seule. Bon, il y a un premier degré de réponse qui est de dire, au fond, il y a moins d'États en Afrique et c'est plutôt une bonne chose. La contribution au PIB de l'économie publique est en régression, le nombre d'employés du secteur public est en régression, et c'est le signe même de la croissance durable en Afrique. C'est le premier niveau de réponse qui pourrait vous paraître un peu ultralibéral. Deuxième niveau de réponse, ce n'est pas parce qu'on est dans une société de marché, d'économie de marché, où on a commencé de démanteler certaines rentes, où on a créé des entreprises privées, où on accueille de façon plus favorable les entreprises étrangères, où on développe les entreprises nationales. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'État. Et il y a quelque chose qui va nous arriver sur ce continent, c'est qu'aujourd'hui, on a une croissance assez homogène. C'est-à-dire que la variance autour de 5% de croissance est assez faible. Il y a quelques pays qui font de la croissance à 2 chiffres, mais si vous regardez bien, c'est plutôt des pays qui revenaient de l'enfer, qui revenaient de la guerre civile. Évidemment, les pays qui se reconstruisent. Oui, reconstruction, exact. Mais il y a une variance assez faible. C'est-à-dire que notre croissance, elle est homogène. Dans 10 ans, quand on se retournera, on s'apercevra qu'il y a des gens qui vont faire de la croissance à 2 chiffres durable et d'autres qui vont
régressé par rapport aux 5%, et que la différence, ce sont les politiques publiques qui auront été plus efficaces dans certains cas que dans d'autres. Vous pensez à qui, l'Afrique du Sud, pour celles qui vont régresser? Ah non, 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 l'Afrique du Sud, elle part de tellement plus haut qu'elle a des taux de croissance assez naturels qui sont plus bas. Mais non, non, je pense pas. Non, non, je pense pas à l'Afrique du Sud. Mais il y a des pays qui sont en retard de croissance. Je ne vais pas les citer. Un, parce que il arrive au mien d'être un petit peu dans le dernier décile. Et deux, parce que au fond, ça change tous les ans. Enfin, c'est publié par toutes les institutions. La BAD vous donne la liste de 1 à 54, en incluant le Sud-Soudan, le 54e dans mon esprit. C'est le Sud-Soudan, hein, c'est pas un autre. Ouais. Mais de 1 à 54, ça vous donne donc simplement, ça risque de se différencier sur les politiques publiques. Elles peuvent être plus ou moins favorables et aller plus ou moins vite. Dans ce pays, on est en train de faire une réglementation financière, par exemple, modèle. À Maurice, ils ont 15 ans, 20 ans d'avance en matière financière, et ça se voit, ils gèrent 400 milliards d'actifs, 400 milliards. Le PIB de l'Afrique, c'est de l'ordre de 1500 milliards de dollars. Ils gèrent en actifs 400 milliards à l'île Maurice. Donc, vous allez beaucoup plus vite dans certains pays, sur certains sujets. Et à ce moment-là, la politique publique, elle fait la différence. Son efficacité, la façon dont elle est articulée avec le secteur privé et sa rapidité. Le Maroc est rapide, il y a des pays plus lents, je ne vous le confesse pas. Il y a même des grands pays très pleins de potentiel et même très proches qui vont le plus lentement possible. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion, mais oui. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Ça existe. Mais un jour, ce pays s'éveillera, et ça sera d'ailleurs très très bon pour le Maroc et toute l'Afrique de l'Ouest. Très très bon. Mais, si vous voulez, les politiques publiques vont faire la différence sur l'emploi. Et comme on commence d'avoir une vraie vie démocratique à travers tout le continent, ça c'est la grande chance. C'est quand on est béninois et qu'on a un petit retard de croissance, on regarde le Ghana qui vous annonce 8 ou 10% de croissance. Et il y a 15 ans, le Ghana était très en retard sur le Bénin et le Togo. Et les opinions publiques ne le tolèrent pas. Elles disent à leurs dirigeants, qu'est-ce qui explique que toi tu sois mauvais et que toi tu sois bon? Et elles ont maintenant des droits et elles se comparent, elles vont sur Internet, voyagent, se comparent. Donc nos opinions publiques vont apporter un peu un remède à ça. Mais les politiques publiques ne se valent pas et ça va faire des grandes différences dans 10 ans. Merci beaucoup Lionel Sezou. J'aimerais qu'on vous applaudisse évidemment. Merci de ce partage. Vous voyez bien que quand je disais si on pouvait vous cloner, mais je le pensais, hein, ce n'était pas simplement une formule comme ça. J'ai une toute dernière question pour vous. On va céder ensuite le podium au président de l'Institut Amadeus pour faire sa conclusion dans le cadre de cette conférence sur la croissance en Afrique. Je vais vous poser une question qui est un peu plus philosophique, plus humaine et qui peut-être donnerait un peu de recul par rapport à la logique économique. Comment est-ce que l'Afrique, sous quelle forme, doit-elle croire en l'Afrique? Comment l'Afrique peut-elle et doit-elle croire en l'Afrique? D'abord, moi, je trouve que la revendication d'unité, 50 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, elle reste très vivante, ça reste une espérance. Une conférence comme celle-ci, avec ce qu'elle porte d'enthousiasme, eh bien, c'est un signe, si vous voulez, qu'on veut croître ensemble. On veut aussi résoudre les problèmes que la croissance crée. On évoquait celui de la jeunesse, qui est quand même commun à tous. Donc on a des problèmes à résoudre et on a des chances à prendre ensemble. Et pour regarder l'Europe, je ne suis pas sûr qu'il y ait le même récit de l'avenir en Europe qu'en Afrique. Je pense que l'Afrique croit en elle-même, et je ne suis pas tout à fait sûr que l'Europe croit autant en elle-même. Et il y a une espèce de pression d'épuisement sur l'unité dans certaines parties du monde, et l'Afrique y échappe complètement. D'ailleurs, quand on fait un sondage auprès des consommateurs, les industries de biens de consommation font des sondages mondiaux sur 200 pays sur le moral des consommateurs. Le moral des consommateurs est le plus élevé au monde
en Afrique, ce qui est suivi de l'Asie, suivi de l'Amérique latine, et l'Europe est à un point bas. Cela dit, ce qui va faire qu'on va croire de plus en plus à l'Afrique, c'est que tout le monde se rend bien compte maintenant qu'on n'a pas d'autre modèle que nous-mêmes. Ce n'est pas la peine d'aller chercher à faire de la croissance à la chinoise, parce que moi j'étais à Pékin il n'y a pas très longtemps. Pékin, quand vous ouvrez la fenêtre, vous avez un tel problème de pollution que d'abord vous ne voyez pas tous les jours l'immeuble d'en face, et objectivement vous suffoquez. On ne va pas faire de la croissance avec le même contenu de carbone, on ne va pas prendre de modèle d'hypercroissance chinoise parce que la planète n'y survivrait pas. On ne va pas faire ça. On ne va pas prendre de la croissance à l'européenne parce que ça n'a aucun intérêt, parce que nous sautons les générations technologiques. On ne va pas installer du téléphone filaire pour faire plaisir aux fabricants en faillite en Europe. On va dans tous les domaines, pas seulement dans les télécoms, on va évidemment aller aux technologies de demain. Et par conséquent, regardez, il y avait dans le Financial Times une nouvelle intéressante. L'opérateur téléphonique kényan, qui est numéro 1 en paiement par mobile en Afrique, développe son service en Grande-Bretagne. C'est complètement pionnier. Safaricom offre maintenant, dans le cadre d'un accord avec Vodafone, le service de paiement par mobile. Pourquoi? Parce que juste on est en avance. Et donc, le modèle européen, le modèle chinois, on ne va pas le prendre, on va faire du benchmarking. Je ne sais pas si on dit ça dans la francophonie. Oui. La traduction officielle, c'est on va faire du parangonnage. Alors, on va faire de la comparaison, on va faire du benchmarking africain. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je veux pour le Bénin, pour mes enfants au Bénin? Parce que c'est leur génération qui va faire ça. Il faut bien voir que le Maroc sera un pays complètement développé, membre de l'OCDE, quand mes filles auront mon âge. Et que même le Bénin, qui est très en retard sur le Maroc, il y a une différence de 1 à 3 à 1 4 en PIB par tête, sera lui-même un pays un pays du type Europe du Sud, quand mes filles auront mon âge. Donc ça va aller très très vite, mais très 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 vite. Eh bien, ce que je veux, c'est emprunter la lutte contre l'informel, comme vous dites, c'est-à-dire les services à l'informel, la transformation au gouvernement marocain et au gouvernement rwandais. Je veux qu'on ait une législation copiée sur Maurice et sur la cité financière de Casablanca. Oui. Je veux du mobile kényan en termes de rapidité, de développement, déploiement de services nouveaux, etc., etc. Et chacun a des leçons pour les autres. Et si vous voulez, quand on commence à prendre ces modèles chez soi, surtout quand l'histoire nous a refusé l'estime de nous-mêmes, parce qu'il a fallu construire un récit d'une infériorité de l'Afrique, sinon pourquoi l'aurait-on occupée? Quand on commence à s'affranchir de tout ça, et comment voulez-vous expliquer à des enfants qui sont nés 50 ans après l'indépendance leur infériorité? Ça n'existe pas. Par conséquent, croire en nous-mêmes, ça va de soi, et on croira pas forcément en soi, ce serait de l'autosatisfaction. On prenait le vol Casablanca-Paris et Paris-Cotonou, Paris-Lagos. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on s'emprunte à soi-même. Attijari est en train d'inventer, la BMCE aussi, la Bank of Africa aussi, le crédit hypothécaire. Vous savez comment on construit sa maison quand on a un revenu moyen au Bénin? On achète un sac de ciment chaque mois. On achète un sac de riz et un sac de ciment. Depuis qu'il y a une agence, depuis que la BOA a parti de la BMCE, on peut aussi aller prendre un crédit hypothécaire et construire sa maison comme tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va croire en nous-mêmes puisqu'on va s'emprunter tout ce que chacun fait de mieux. Merci beaucoup Lionel Zézou, merci beaucoup de cet échange.